La Chambre de première instance est réunie aujourd'hui pour rendre son jugement dans l'affaire le procureur contre Milan Martić. La Chambre souhaite tout d'abord remercier les parties, le personnel du greffe, ainsi que tous ceux qui ont contribué à un déroulement efficace du procès. La Chambre de première instance tient à souligner que ceci ne constitue qu'un résumé de ses constatations et conclusions et que seul fait autorité le jugement écrit, dont des copies seront distribuées à l'issue de l'audience. Le procès en l'espèce s'est ouvert le 13 décembre 2005 et a pris fin le 12 janvier 2007, période pendant laquelle la Chambre de première instance a entendu 67 témoins et admis les dépositions écrites de 33 autres pour un total d'environ 11 000 pages de compte-rendu d'audience. La Chambre de première instance a admis un peu plus de 1000 pièces à conviction. Dans l'acte d'accusation établi en l'espèce, Milan Martić devait répondre des 19 chefs suivants au titre de sa responsabilité pénale individuelle. 9 chefs de violation des lois ou coutumes de la guerre sanctionnés par l'article 3 du statut du tribunal international pour des faits de meurtre, attaque contre des civils, torture, traitement cruel, destruction de villages et d'édifices consacrés à la religion et à l'éducation, et pillage de biens publics ou privés. Et 10 chefs de crimes contre l'humanité, sanctionnés par l'article 5 du statut, pour des faits de persécution, extermination, assassinat, torture, actes inhumains et expulsion. L'accusation affirme que les forces serbes ont perpétré les crimes en question à l'encontre de Croates et d'autres non-serbes vivant dans les parties de la Croatie désignées sous l'appellation de Région autonome de Krajina ou SAO de Krajina, qui est ensuite devenue la République serbe de Krajina ou RSK. Les faits incriminés auraient été commis à partir d'août 1991 jusqu'en 1995. Parmi les forces dont l'implication est ainsi alléguée, figuraient notamment des unités de l'armée populaire yougoslave, la JNA, des unités de la défense territoriale, la TO, des unités du ministère de l'Intérieur, le MUP, de la SAO de Krajina et de la RSK, ainsi que de la République de Serbie et des forces paramilitaires. Les forces du MUP étaient composées de la police régulière de la SAO de Krajina puis de la RSK, ainsi que ce qu'il était convenu d'appeler la Militia Krajine. L'accusation soutient que ces forces du MUP étaient généralement désignées sous l'appellation police de Martić. L'accusation affirme que les actes constitutifs de persécution ont pris la forme de l'extermination et du meurtre de centaines de Croates et d'autres civils non serbes sur tout le territoire de la SAO de Krajina et de la RSK, et plus particulièrement dans les villages de Hrvatska Dubica, Cerovljani, Bacin, Saborsko, Poljanak, Lipovača, Škabrnja, Nadine et Bruška. En outre, ces crimes auraient été commis au cours d'attaques menées par les forces précédemment citées contre ces villages et dans ces régions. Par ailleurs, plusieurs dizaines de milliers de Croates et d'autres civils non serbes auraient été expulsés de la SAO de Krajina et de la RSK vers des zones sous contrôle croate ou vers des pays tiers. En outre, l'accusation
affirme qu'il arrivait fréquemment que des Croates et d'autres non-serbes soient emprisonnés pendant des périodes prolongées dans des centres de détention où ils devaient subir des actes de torture et des traitements cruels et inhumains. De plus, des biens publics et privés, dont des édifices consacrés à la religion et à l'éducation, auraient été délibérément détruits et pillés dans la SAO de Krajina et en RSK, et des mesures restrictives et discriminatoires auraient été adoptées contre les Croates et les autres civils non serbes. Enfin, l'accusation affirme que la responsabilité de Milan Martić est engagée dans le bombardement de Zagreb des 2 et 3 mai 1995. Chacun de ces chefs d'accusation met en cause la responsabilité pénale individuelle de Milan Martić en application des articles 7.1 et 7.3 du statut. L'accusation affirme en particulier qu'il a participé à une entreprise criminelle commune, aux côtés notamment de Slobodan Milošević, Milan Babić, Radovan Karadžić, Ratko Mladić, Jovica Stanisic, Franco Frenki Simatovic, ainsi que d'autres membres identifiés ou non des forces mentionnées plus haut. Selon l'accusation, l'objectif recherché était, je cite, de contraindre la majorité de la population croate, musulmane et non serbe à évacuer environ un tiers du territoire de la Croatie et une grande partie de la Bosnie-Herzégovine, dont il était prévu qu'il ferait partie d'un nouvel État dominé par les Serbes. Fin de citation. En d'autres termes, le but commun consistait à perpétrer des crimes d'expulsion et de transfert forcé. L'accusation soutient que tous les crimes énumérés dans l'acte d'accusation s'inscrivaient dans le cadre de l'objectif assigné à l'entreprise criminelle commune et que Milan Martić avait, pendant toute la période concernée, l'état d'esprit nécessaire à la commission de chacun de ces crimes. À titre subsidiaire, l'accusation fait valoir que les crimes énumérés au chef d'accusation 1 à 9 et 12 à 19, c'est-à-dire les crimes autres que l'expulsion et le transfert forcé, constituaient une conséquence naturelle et prévisible de la réalisation du but commun. Il est reproché à Milan Martić d'avoir su que ces crimes étaient l'aboutissement possible de la réalisation de l'entreprise criminelle commune. La Chambre de première instance va maintenant évoquer l'accusé lui-même. Milan Martić est né le 18 novembre 1954 dans le village de Jagrović, dans la municipalité de Knin, en République de Croatie. Il est diplômé de l'École supérieure de police de Zagreb et a d'abord été policier à Šibenik avant de devenir sous-inspecteur de police à Knin. Il a fini par être promu au poste de chef du poste de sécurité publique de Knin. Entre 1991 et août 1995, Milan Martić a occupé plusieurs postes au sein des gouvernements de la SAO de Krajina et de la RSK. Il a été tour à tour ministre de la Défense, puis commandant second de la TO de la SAO de Krajina, ministre de l'Intérieur de la SAO de Krajina ainsi que de la RSK, avant de devenir président de la RSK début 1994. La Chambre de première instance va décrire brièvement le contexte politique dans lequel s'inscrivent les événements faisant l'objet de la présente affaire. En avril et en mai 1990, lors des élections multipartites qui ont lieu en Croatie, l'Union démocratique croate remporte les 2 tiers des sièges au Parlement.
À l'issue de cette même consultation électorale, le Parti démocratique serbe prend le contrôle de plusieurs municipalités comme Benkovac, Korenica et Knin. Le 25 juillet 1990, une assemblée serbe est constituée à Srb, au nord de Knin, en tant qu'organe politique représentatif du peuple serbe en Croatie. Elle proclame la souveraineté et l'autonomie du peuple serbe en Croatie. À la fin du mois d'août et au début de septembre 1990, lors d'un référendum organisé auprès des Serbes, 97,7% des votants se prononcent en faveur de l'autonomie serbe en Croatie. Le 21 décembre 1990, à Knin, la région autonome serbe de Krajina est proclamée par des municipalités des régions de la Dalmatie du Nord et de la Lika, dans le sud-ouest de la Croatie. Le 22 décembre 1990, la constitution croate est amendée et définit la Croatie comme, je cite, l'État national de la nation croate et l'État des membres d'autres nations ou minorités qui en sont citoyens. Fin de citation. En janvier 1991, la SAO de Krajina met en place un secrétariat régional aux affaires intérieures à Knin et Milan Martić est nommé à sa tête. Le gouvernement de Croatie est avisé que l'autorité du MUP croate ne sera plus désormais reconnue en SAO de Krajina. Le 27 juin 1991, Milan Martić est nommé ministre de l'Intérieur de la SAO de Krajina. Le 19 décembre 1991, la SAO de Krajina devient la République de la Krajina serbe. Milan Martić continue à y occuper le poste de ministre de l'Intérieur. Les preuves reçues par la Chambre de première instance ont démontré que le président de la Serbie, Slobodan Milošević, soutenait ouvertement le maintien de la Yougoslavie sous la forme d'une fédération dont la SAO de Krajina devait faire partie. Mais il a été établi que ce que Slobodan Milošević recherchait secrètement, c'était la création d'un État serbe. Celui-ci devait voir le jour grâce à la mise en place de forces paramilitaires et à la provocation d'incidents justifiant une intervention de la JNA. Dans un premier temps, elle devait le faire pour séparer les partis en présence, mais elle en profiterait ensuite pour s'emparer des territoires devant faire partie d'un futur État serbe. Tout ceci a été corroboré par les preuves rapportées au sujet des événements sur le terrain. Au cours du printemps et de l'été 1991, des affrontements armés opposent la police de la SAO de Krajina et la police croate dans plusieurs localités. On assiste également à des attaques et à des coups de main menés par la police de la SAO de Krajina notamment contre des secteurs à majorité croate comme Lovinac, Ljubovo et Glina. Les preuves montrent que lorsque la JNA intervient pendant ces affrontements, c'est bien pour séparer les deux parties en présence. Mais on assiste à un revirement le 26 août 1991. Ce jour-là, le 9e corps de la JNA participe, aux côtés de la Militia Krajine, de la SAO de Krajina et des forces de la TO, à une attaque contre le village à majorité croate de Kijevo, aux environs de Knin. Cette offensive fait suite à un ultimatum lancé par Milan Martić et dans lequel il déclarait, je cite, «
Après ce que vous et vos dirigeants avez fait des relations entre les populations serbes et croates, toute coexistence future sur nos territoires serbes de la SAO de Krajina est impossible. Fin de citation. L'attaque de Kijevo marque un tournant quant au rôle joué par la JNA dans le conflit en Croatie. Car, à compter de cette date, la JNA participe aux attaques menées contre les régions et les villages à majorité croate, aux côtés des forces du MUP et de la TO de la SAO de Krajina. À partir d'août 1991 et jusqu'au début de 1992, ces forces attaquent conjointement une série de villages et de zones à majorité croate, comme Hrvatska Kostajnica, Cerovljani, Hrvatska Dubica, Bacin, Saborsko, Polianak, Lipovača, Škabrnja et Nadine. Il a été établi que ces attaques ont été menées pour faire la jonction territoriale entre des villages et des secteurs serbes situés dans des régions non serbes. Ces offensives s'accompagnent de meurtres, de destructions, de pillages, d'emprisonnements, de tortures et de traitements cruels infligés à la population non serbe. Les éléments du dossier montrent clairement que les dirigeants de la SAO de Krajina et de la RSK, dont Milan Martić, adhéraient au projet de Slobodan Milošević de créer un État dominé par les Serbes. Au début de juillet 1991, Milan Martić déclare que la militia krajine du MUP de la SAO de Krajina, je cite, défend la terre serbe et une région ethniquement serbe. Fin de citation. Le 19 août 1991, Milan Martić affirme qu'il n'acceptera aucune autonomie et que les territoires contrôlés par la police et la défense territoriale de la région autonome serbe de Krajina resteront serbes à tout jamais. En décembre 1991, il ajoute que personne n'a le droit de dénier au peuple serbe le droit de vivre dans son propre pays. Le plan de rattachement des villages et des zones serbes continue à être mis en œuvre tout au long de l'année 1992, avec une série d'affrontements et d'attaques, au nombre desquels on citera l'opération Corridor, une offensive militaire destinée à faire la jonction territoriale entre la Serbie et les Krajina croates et bosniaques. Les forces de la RSK y participent, placées sous les ordres de Milan Martić notamment. Le 14 juin 1993, au cours d'une réunion avec Cedric Thornberry, chef des affaires civiles de la Force de protection des Nations Unies, Milan Martić déclare « La cohabitation des Croates et des Serbes au sein d'un même État est rendue impossible par la politique génocidaire de la Croatie. » Et il poursuit « Nous voulons nous scinder en deux États. » La Chambre de première instance observe que vers cette époque, dans certaines de ses interventions dans les médias, Milan Martić affirme ne pas pouvoir garantir la sécurité de la population croate de Knin. Le 21 janvier 1994, dans le cadre de la campagne pour les élections présidentielles de la RSK, Milan Martić déclare qu'il va, je cite, accélérer le processus d'unification, fin de citation, et, je cite à nouveau, passer le témoin aux dirigeants de tous les Serbes, Slobodan Milošević. Fin de citation. Il est donc manifeste que Milan Martić épousait l'objectif de création d'un État serbe unifié et qu'il prônait
et poursuivait ce but sans relâche. La Chambre de première instance estime qu'en soi, l'objectif consistant à unifier des zones géographiques techniquement analogues ne constitue pas, du point de vue juridique, le but commun d'une entreprise criminelle commune en application de l'article 7.1 du statut. La Chambre de première instance conclut en revanche que lorsque la création d'un territoire unifié est censée être réalisée par le biais d'actes criminels sanctionnés par le statut, ceci peut être suffisant pour en faire un but criminel commun. La Chambre de première instance a tenu tout particulièrement compte du fait que les attaques menées contre des zones à majorité croate au cours de l'automne 1991 et au début de 1992 se sont généralement déroulées de la même manière. Le secteur ou le village en question est pris sous un bombardement avant l'arrivée d'unités armées de fantassins. Les combats sont suivis de meurtres et d'agressions contre la population civile non serbe qui n'a pas réussi à s'enfuir. On détruit les maisons, les églises et les biens dans la logique du déplacement forcé et on se livre à un pillage systématique. À plusieurs reprises, la police et la TO de la SAO de Krajina organisent le transport de la population non serbe afin de l'évacuer du territoire de la SAO de Krajina vers des zones sous contrôle croate. Il arrive aussi que des membres de la population non serbe soient arrêtés et emmenés dans des lieux de détention, au centre de Knin notamment, avant d'être finalement échangés ou transportés vers des zones sous contrôle croate. Ainsi, la menace explicitement proférée par Milan Martic à Kijevo est mise en œuvre sur le territoire de la SAO de Krajina avec la perpétration d'actes criminels graves et généralisés. Dans le climat de peur ainsi instauré, il devient impossible pour les Croates et les autres non-serbes d'envisager de rester dans la SAO de Krajina. En conséquence, la Chambre de première instance conclut que le déplacement de la population croate et du reste de la population non-serbe qui suivait les attaques n'en était pas une simple conséquence, mais constituait en réalité l'objectif essentiel de ces opérations. À titre d'exemple, la Chambre de première instance va relater la prise de contrôle de la zone de Hrvatska Kostajnica et les crimes qui y ont été perpétrés. Au cours des mois d'août et de septembre 1991, la zone majoritairement croate de Hrvatska Kostajnica est le théâtre de violents combats. À la mi-septembre 1991, les forces de la TO et du MUP de la SAO de Krajina s'emparent de Hrvatska Kostajnica. À partir de cette localité et depuis Bosanska Kostajnica en Bosnie-Herzégovine, elles bombardent le village de Hrvatska Dubica. Les forces croates battent en retraite. Une unité de la TO et du MUP de la SAO de Krajina est alors constituée à Hrvatska Dubica. Au cours de la même opération, les villages voisins de Cerovljani et Bacin sont également capturés. En septembre et octobre 1991, des maisons appartenant à des Croates sont incendiées à Hrvatska Dubica ainsi que dans le village voisin de Cerovljani. En outre, la TO, la Milicija Krajine, la JNA, ainsi que des habitants serbes de l'endroit se livrent à des actes de pillage généralisés. Des habitants croates sont arrêtés, soumis à des sévices et même utilisés comme boucliers humains par les forces serbes. Les Serbes s'installent dans les maisons abandonnées par les Croates dans leur fuite.
Au matin du 20 octobre 1991, un camion portant l'insigne Militia SAO Kraïna est contrôlé et conduit par des membres de la TO et du MUP de la SAO de Kraïna, vient chercher des civils de l'endroit, presque tous croates, en prétextant une réunion à la caserne de pompiers du village. Ce sont au total plus de 40 civils qui sont amenés à la caserne. Placés sous la garde de plusieurs soldats serbes armés, il leur est interdit de s'en aller. Toutes les 2 ou 3 heures, les gardes sont remplacés et l'on procède à l'appel des détenus à partir d'une liste pour vérifier qu'ils sont tous là. Au cours de la journée, 11 détenus parviennent à s'échapper ou sont libérés parce qu'ils étaient en relation avec des Serbes. Le lendemain, les soldats emmènent les prisonniers de la caserne de pompiers jusqu'à Krečane, à la sortie du village de Bacin, sur la rive de la Una, où ils les exécutent. Les corps sont ensevelis dans plusieurs fosses, dont un charnier creusé sur place. La chambre de première instance s'est rendue à cet endroit lors de son transport sur les lieux en septembre 2006. En octobre 1991, au cours d'un incident pratiquement identique dans la localité voisine de Tserovljani, des Serbes armés procèdent à la rafle des Croates et des autres civils non serbes qui restent encore sur place, sous prétexte de les conduire à une réunion. Ils sont enfermés pendant une nuit au centre socio-culturel de la localité. Une femme est relâchée grâce à ses bons rapports avec les Serbes. Les cadavres de plusieurs prisonniers du centre socio-culturel seront par la suite exhumés du charnier de Krečane, à proximité de Bacin. La Chambre de première instance conclut également que les civils non serbes qui restaient encore à Bacin ont été emmenés à Krečane pour y être exécutés. La Chambre de première instance a reçu de très nombreuses preuves des actes de persécution ayant visé la population non serbe. Entre 1992 et 1995, les meurtres, les agressions, l'emprisonnement et l'intimidation deviennent monnaie courante sur tout le territoire de la RSK. Perpétrés par la TO et le MUP de la RSK, ainsi que par la JNA et certains habitants serbes, ces agissements créent un climat si oppressant que les Croates et les autres habitants non serbes de la RSK n'ont plus d'autre solution que la fuite ou l'expulsion par les forces de la RSK. À cet égard, la Chambre de première instance a tenu tout particulièrement compte des éléments indiquant que les forces du MUP de la RSK avaient conduit la population non serbe jusqu'à des points de rassemblement, d'où leur transport était organisé vers des zones sous contrôle croate. En 1994, la RSK était pratiquement totalement serbe. La Chambre de première instance conclut qu'à l'exception du crime d'extermination visé au chef 2, tous les crimes énumérés dans l'acte d'accusation ont bel et bien été commis dans la SAO de Kraïna et en RSK à partir d'août 1991 et jusqu'en 1995. Il s'agit pour mémoire de faits de meurtre, emprisonnement, torture, traitement cruel, destruction d'édifices consacrés à la religion notamment, ainsi que pillage. La Chambre souligne cependant qu'elle a déclaré Milan Martic non coupable de certains des incidents constitutifs des crimes qui lui étaient reprochés. On se reportera au jugement sur ce point. S'agissant de l'extermination, la Chambre de première instance rappelle qu'un nombre minimum de victimes n'est pas requis
et que cette infraction peut être constituée par un ensemble de meurtres distincts et indépendants les uns des autres. La Chambre de première instance a tenu tout particulièrement compte des éléments indiquant que les meurtres incriminés ont été commis au cours d'une période limitée et sur un territoire circonscrit. Cependant, après avoir passé en revue ces éléments, ainsi que la totalité des preuves rapportées au sujet des meurtres faisant l'objet du chef d'extermination, la Chambre de première instance conclut qu'en l'espèce, il n'y a pas eu perpétration du crime d'extermination par accumulation. L'accusation avait fait valoir subsidiairement que les meurtres commis à Kretchani, près de Batchin, constituaient à eux seuls un cas d'extermination. La Chambre de première instance reconnaît que l'on ne peut nier l'extrême gravité des meurtres perpétrés à Kretchani, surtout si l'on tient compte du caractère organisé et implacable du mode opératoire adopté et qui a été mis en évidence par les éléments de preuve. La Chambre de première instance conclut cependant que même pris dans leur totalité, on ne peut considérer qu'il s'agit de meurtres commis sur une grande échelle. En d'autres termes, les meurtres de Kretchani près de Batchin n'ont pas le caractère massif requis pour constituer le crime d'extermination. La Chambre de première instance va maintenant se pencher sur la responsabilité pénale individuelle de Milan Martic. La Chambre de première instance conclut que s'agissant des chefs 3 à 4 et du chef 1 de persécution, et dans la mesure où elle s'applique à ces chefs d'accusation, la responsabilité pénale individuelle de Milan Martic est engagé au titre de sa participation à une entreprise criminelle commune en application de l'article 7.1 du statut. La Chambre de première instance conclut qu'à partir d'août 1991 au moins, l'objectif politique d'unification avec la Serbie des zones serbes situées en Croatie et en Bosnie-Herzégovine pour mettre en place un territoire serbe unifié a été mise en œuvre au moyen d'attaques systématiques et généralisées contre des secteurs majoritairement croates et d'autres zones non serbes, et par des actes de violence et d'intimidation. Dans la SAO de Krajina et en RSK, cette campagne de violence et d'intimidation contre la population croate et le reste de la population non serbe était la conséquence de la position adoptée par les dirigeants, selon lesquels toute coexistence avec les Croates et les autres non serbes sur nos territoires serbes de la SAO de Krajina, pour reprendre les termes employés par Milan Martic lui-même, était impossible. Dans ces conditions, la mise en œuvre de l'objectif politique consistant à créer un territoire serbe unifié nécessitait le déplacement forcé de la population croate et du reste de la population non serbe de la SAO de Krajina et de la RSK. La Chambre de première instance conclut donc qu'il a été établi au-delà de tout doute raisonnable que le but de l'entreprise criminelle commune était l'établissement d'un territoire ethniquement serbe au moyen du déplacement de la population croate et du reste de la population non serbe, conformément aux chefs 10 et 11 de l'acte d'accusation. Les preuves montrent que les dirigeants de la SAO de Krajina et de la RSK, et en particulier Milan Martic, ont demandé et obtenu de la Serbie un soutien financier, logistique et militaire considérable. Cet appui était fourni par le MUP et le service de la Sûreté de l'État de Serbie, par la JNA et par la Republika Srpska en Bosnie-Herzégovine. Milan Martic a déclaré qu'il n'avait, je cite, personnellement jamais interrompu cette coopération, fin de citation, et qu'il existait
une bonne coopération avec les dirigeants de la Serbie et notamment avec le MUP. En réalité, les relations avec la Serbie étaient si étroites que la police de la SAO de Krajina tirait l'essentiel de son financement des fonds et du matériel en provenance de Serbie. La Serbie a continué à apporter ce soutien pendant toute la période visée à l'acte d'accusation. Un témoin est même allé jusqu'à dépeindre l'armée de la RSK et l'armée yougoslave comme constituant une seule et même organisation, se trouvant simplement en deux endroits différents. La Chambre de première instance conclut par conséquent que Blagoje Hadžić, Milan Babić, Radmilo Bogdanović, Veljko Kadijević, Radovan Karadžić, Slobodan Milošević, Ratko Mladić, Vojislav Šešelj, Franko Simatović, Jovica Stanišić et le capitaine Dragan Vasilković ont, avec d'autres, apporté leur concours à la réalisation du but commun de l'entreprise criminelle commune. Il a été établi que Milan Martić entretenait des contacts étroits et directs avec d'autres membres de l'entreprise criminelle commune. Ceci a permis à la SAO de Krajina et à la RSK de bénéficier d'un soutien significatif sur le plan financier, logistique et militaire. Les éléments du dossier montrent qu'à l'évidence, Milan Martić œuvrait activement avec les autres participants à la réalisation de l'objectif de création d'un État serbe unifié. Il s'est d'ailleurs, cela a déjà été dit, exprimé publiquement dans ce sens à plusieurs reprises. Et cet objectif, il l'a réalisé. Il l'a réalisé en procédant au déplacement forcé de la population non serbe. Il a été prouvé que Milan Martić était l'un des personnages politiques les plus importants et les plus influents au sein des gouvernements de la SAO de Krajina et de la RSK. En tant que ministre de l'Intérieur, Milan Martić exerçait une autorité absolue sur le MUP, où il était notamment habilité à intervenir au niveau individuel pour nommer ou révoquer les chefs des postes de sécurité publique et dissoudre les unités. Il a été établi que le déplacement de la population croate et du reste de la population non serbe avait commencé à Knin et dans les environs dès 1991. Milan Martić a contribué à ces déplacements en attisant les peurs, notamment en déclarant dans les médias qu'il ne pouvait pas garantir la sécurité des Croates. De plus, l'ultimatum concernant Kijevo lancé par Milan Martić fin août 1991 témoigne de son état d'esprit vis-à-vis des Croates et du reste de la population non serbe de la SAO de Krajina. La Chambre de première instance estime que les crimes systématiques commis sur une grande échelle contre la population non serbe étaient certainement, vu leur ampleur, de notoriété publique. Les crimes commis sur le territoire de la RSK ont même été débattus lors de séances de travail du gouvernement de la RSK. Les éléments de preuve montrent également que Milan Martić et le MUP ont été informés par la police civile de l'ONU des nombreux crimes commis contre les non-serbes. Qui plus est, Milan Martić lui-même a donné des instructions détaillées concernant la coopération entre le MUP et la police civile de l'ONU. De plus, en 1993, lors d'une rencontre avec Cedric Thornberry, le chef des affaires civiles de la Force Pronu,
Milan Martić a demandé que les Croates souhaitant quitter la RSK signent des déclarations indiquant que personne ne les obligeait à partir.